Merci. Cyril vient de le dire, hein, il faut de l'humilité et on va effectivement, vous l'avez vu sur le programme, chercher à voir humblement ce qu'est l'éthique en pratique lorsque on réfléchit à l'accès aux soins et quelles sont les initiatives locales qui peuvent permettre d'améliorer progressivement cet accès aux soins dont il a bien été dit hier qu'il est encore très insuffisant malgré la loi qui oblige à un accès égal ou équitable au moins. Voilà, donc on va sur cette première table ronde visionner d'abord un film qui va ensuite permettre aux différents intervenants de réagir sur les attitudes et la façon de prendre en soin une personne en situation de handicap dans une situation fictive. Quand est-ce qu'on voit un médecin? C'est long, là, c'est long. Bonjour, monsieur. Ça va pas? Mal. Allez, allongez-vous là. Voilà, allongez-vous. Vous êtes qui, monsieur Soigny? La main au ventre. Okay. Mal. Vous avez mal où? Bon, on va essayer de vous donner un doliprane pour la douleur. C'est un médicament qui va fondre dans la bouche. Vous voulez le médicament? Mal. Bon, je vais lancer, il va voir le docteur. Ok. Vous allez marcher un petit peu? Vous allez voir le docteur, par contre, vous n'allez pas pouvoir rentrer, monsieur. Je pense que c'est grand, on va attendre crever ici. Quand est-ce qu'on va faire ça? Ça avance pas. Je peux pas voir un médecin? Alors, du coup, là, j'ai d'avoir un petit code précieux avec la même ambiance. J'ai mis le détail, mais il ne peut pas comprendre. Là, il sort en deux, il n'est pas rien écouté. D'accord. Ouais, moi je vais le voir pour la fois, je vais les crânes et puis barre quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il a pas. Ok. Les mains, faut regarder ou pas? Non. Non? Est-ce que je peux regarder s'il vous plaît, monsieur? Moi, c'est pour vous, hein? Non. Non, vous voulez pas? Vous avez mal où? Mal. Oh, ouais, d'accord. Ok. Alors, dis-moi un petit peu où tu en es avec le malade. Bah, du coup, je suis allé le voir, pas beaucoup, je peux lui prendre l'attention, machin, c'est un petit peu chronique, enfin, en Doliprane, il faut s'en sortir, quoi. Comment on peut le ski? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Bah, rien, les ressources qu'on touche, on peut en lui faire, et il y a que des gens mal au ventre, qui nous répètent des mots, etc. On comprend rien. C'est moins cool le mois. Ouais, oui. Comment vous appelez-vous? Kevin. Est-ce que je peux vous examiner, Kevin? Vous Mal. examinez doucement? D'accord, j'ai bien compris que vous avez pas le droit. Est-ce que je peux vous examiner un petit peu? Ouais. Tu as arrêté ton ordonnance, qui est avec un domaine de bois. Tu l'avais examiné? Ouais, j'avais essayé, mais il voulait absolument pas, enfin, il refusait. Maintenant, les fallu. Là, il va falloir demander des examens. D'accord. 40 000 ans, il va le garder. Ok, d'accord, ouais, je vais tout de suite. Bonjour monsieur, c'est le papa de Kevin. Oui, tout à fait. Je viens de l'examiner, le crâne pectonite. Donc on va faire des examens supplémentaires, notamment une prise de sang et un scanner. Est-ce qu'il a des antécédents médicaux? Donc c'est grave en fait. Il a jamais été malade. Par contre, il est autiste. Ah, j'aurais dû me le dire. J'ai pas eu l'occasion de pouvoir m'exprimer. C'est son seul antécédent dans le cas. D'accord. Quand vous dites que vous allez le scanner, je pourrais l'accompagner? Écoutez, on verra, on essaiera de s'organiser si besoin, oui. Il y aura une opération? Alors ça, je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Il y a encore des examens à faire, mais on va le garder. C'est fini? Très bien. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit tour de table pour recevoir les réactions des différents intervenants. Et puis après, on va vous laisser la parole pour vous aussi réagir à ce que vous venez de voir. Donc je vais d'abord passer la parole à l'équipe d'Andy Relais et d'Andy Consulte, dont Madame la directrice a parlé tout à l'heure. Donc c'est une
c'est une structure au sein du CHU de Reims qui instille une modification des attitudes et de l'attention qu'on peut porter aux personnes en situation aux situations de handicap lorsqu'ils ont un trajet hospitalier. Ça marche. Très bien. Donc, je vais prendre la parole d'abord. Donc, successivement, Madame Véronique Bompard-Camus, qui est le médecin coordinateur de cette structure, puis le docteur Julie Appillon-Noisé, qui est médecin d'Handiconsult, Céline Canlers, qui est AMP également dans la même structure, et enfin Virginie Burdin, qui est infirmière. Merci. Je vous cède la parole. Je ne sais pas si ça fonctionne. Si, ça marche. Alors on voulait réagir, mais tout le monde va réagir à cette vidéo, mais comme le disait le professeur Bednarek tout à l'heure, le dire c'est bien, le faire c'est mieux, et donc vous expliquer comment en pratique HandiRelais fonctionne, puisqu'il y a plusieurs d'entre vous qui nous ont dit nous connaître, mais ne pas forcément savoir comment fonctionner. Donc prendre un petit peu l'exemple de la scénette qu'on vient de voir pour vous montrer comment en pratique on s'organise sur le terrain, sachant qu'HandiRelais existe depuis 7 ans et demi maintenant, et Handiconsult a ouvert, avec le docteur Appillon-Noisé qui nous a rejoint, a ouvert il y a 6-8 mois. HandiRelais fait du care, du prendre soin, Handiconsult du cure, du soin, et qu'on se complète. Mais là, on va parler beaucoup dans le cadre éthique du prendre soin. La première scène, c'est l'arrivée de quelqu'un aux urgences. Alors, je ne sais pas si on l'a bien perçu dans le film, mais le temps passe, il gémit, il se bouche les oreilles, il n'est pas bien, Jimmy. Et déjà, je voudrais présenter le premier protocole qu'on a créé. C'était notre premier travail sur HandiRelais à la demande des associations. On a eu la chance de travailler avec le docteur Carolet, qui pourra prendre aussi la parole. Et donc déjà, HandiRelais, on a créé un protocole de venue aux urgences. On peut vous remettre, si vous êtes aidant, les numéros de téléphone qu'il faut appeler en amont. Ce qu'on propose, c'est vrai. Ce que je vous dis là, c'était 1 an de travail, avec les associations, les médecins urgentistes, et des travaux aussi scientifiques sur l'accueil. 1 an de travail. Donc, on peut vous communiquer les numéros qu'il faut prévenir quand vous venez avec une personne en situation de handicap. Prévenez, ou si vous êtes dans une structure médico-sociale, téléphonez en amont aux numéros qui sont indiqués pour prévenir. Parce que la première chose qu'on a constatée, c'est que les gens, quand ils arrivent sans être prévenus, l'infirmière d'accueil, de tri, c'est difficile pour elle. Et puis, la deuxième chose dans le protocole, je laisserai Madame Carolet détailler, mais c'est qu'on remet à l'aidant un badge. Alors, dans le temps, il était autour du cou. Maintenant, je crois que c'est un autocollant. Il est toujours autour du cou. Et un badge aidant pour pouvoir justement accompagner. Voilà. Alors, c'est clair que les urgences, c'est réputé, et hélas, voilà, pour y travailler depuis de très nombreuses années, je ne peux confirmer, c'est plutôt un milieu hostile. Et c'est un milieu hostile un peu pour tout le monde, hélas, du fait du flux, de la masse des patients qui se présentent. Et donc, il faut absolument qu'on puisse améliorer, et en particulier permettre aux gens en situation de handicap de garder près d'eux leur aidant, qui est aussi leur interprète par certains côtés. Et donc, effectivement, mais parce qu'en fait, actuellement, on ne peut plus laisser tous les accompagnants et tous les aidants rester auprès des patients qui se présentent aux urgences, simplement parce que physiquement, c'est impossible d'avoir déjà 60 patients dans les urgences et de mettre à chacun un accompagnant. Ça, c'est inconcevable dans nos locaux. Et par contre, effectivement, on est conscient que les gens qui ont des troubles de communication, qui ne peuvent pas forcément s'expliquer correctement, ils ont impérativement besoin de cet aidant auprès d'eux. C'est pour ça qu'on le repère. C'est pour ça aussi que quand on travaille avec les associations, on essaye d'avoir une fiche descriptive de la situation habituelle, de comment sont les gens, de leur traitement habituel, de leur attitude, de leur capacité de communication aussi, et de leur façon de communiquer, pour améliorer ce contact que l'on peut avoir avec eux, dont on sait que par définition il va être un peu plus complexe et chronophage,
Et les urgences, c'est là, c'est aussi du temps et beaucoup de temps d'attente pour les gens. Donc, si on veut être efficace, il faut qu'on ait toutes ces données. Merci Carole. Alors justement, Céline et Virginie, est-ce que vous pouvez nous décrire les outils que vous avez créés, que vous utilisez au quotidien, parce que c'est vous qui êtes sur le terrain? Je peux commencer. Bonjour à tous. Alors, on a créé avec l'équipe un petit manuel qui s'appelle « Les situations de handicap, les connaître pour mieux les soigner ». Et l'idée de ce livret, c'est qu'on le diffuse un maximum aux soignants avec lesquels on travaille. On se déplace avec ma collègue dans tous les services, aux urgences comme ailleurs, pour travailler de concert avec les équipes soignantes, pour mieux prendre soin des personnes en situation de handicap. Alors oui, c'est vrai qu'on a travaillé sur ce livret pendant un certain temps. C'était une nécessité pour avoir quelque chose de condensé et sur les conseils qu'on peut apporter aux soignants et aussi aux aidants. Donc ce livret, il y a un QR code, il est sur notre site internet si vous voulez aller, du CHU, si vous voulez aller le voir. De manière plus pratique, au quotidien, on utilise une fiche de liaison qu'on remplit très souvent par téléphone avec les aidants ou les personnes aidantes professionnelles qui sont dans les structures. L'idéal, c'est d'avoir cette fiche de liaison prête en amont, avant toute venue sur l'hôpital, et puis de l'avoir sur soi à chaque fois que la personne vient sur l'hôpital. Donc ça, c'est important déjà de la remplir. Ça permet d'avoir un premier contact et de déterminer vraiment les besoins prioritaires lorsque la personne vient sur le CHU. Donc évidemment, on ne va pas décrire toutes les habitudes que la personne a au quotidien, dans son quotidien, mais plutôt sur ses venues au CHU. Et avec cette fiche, ce qu'il faut, c'est... nous, on essaie de la diffuser sur nos réseaux, donc sur le réseau Easyly. C'est la voir avec vous et surtout avoir le courage, je dirais, quand vous arrivez, de pouvoir discuter avec le personnel, c'est-à-dire prendre votre place d'aidant. Et à contrario, le personnel soignant doit avoir une posture humble par rapport à la personne qu'elle accueille et ne pas toujours se dire qu'elle a l'habitude, comme c'est décrit dans la scénette. Nous, en tant qu'équipe, on se déplace, on va à la rencontre des aidants, des patients et des soignants pour expliquer de vive voix, parce que c'est toujours mieux, parce que l'écrit c'est bien, mais c'est toujours mieux. Et puis on accompagne juste avec ce qu'on est pour rassurer et puis encourager les gens à prendre leur place, chacun dans son propre rôle, si c'est compréhensible de cette manière-là. Voilà. Donc là, c'était une scénette des urgences, mais vous intervenez idéalement en anticipé quand vous savez que vous avez un rendez-vous à l'hôpital, au CHU de Reims, et que l'accueil risque d'être difficile pour X raisons en fonction des besoins de la personne que vous accompagnez. Vous pouvez appeler l'équipe en amont qui remplit ces feuilles de liaison avec vous et qui vous explique aussi comment fonctionne l'hôpital. Elles ont aussi possibilité de vous envoyer des photos des lieux où la personne va venir passer une radio, par exemple, de vous envoyer du matériel, par exemple des électrodes d'électroencéphalogramme pour que la personne puisse jouer avec et apprendre à dédramatiser, etc., etc. Je vais passer la parole, puis après on reviendra à Virginie, au docteur Apillon. Donc on a ouvert aussi une unité de HandiConsult qui est rattachée à HandiRelais. Et sur le plan éthique, il y a des choses qu'il faut redire, on les voit bien dans la vidéo, mais est-ce que tu peux donner ton point de vue, Julie ? Bonjour à tous. Donc moi je suis médecin généraliste de formation et donc j'ai intégré la HandiConsult au mois d'avril exactement, mais comme c'est tout nouveau, il faut mettre en place les choses, les partenariats avec les professionnels et puis se faire connaître petit à petit des associations et des patients, des aidants qui peuvent avoir besoin. Donc en fait, on a plusieurs rôles ou plusieurs projets. Le premier, je dirais, c'est le relais enfant-adulte. Comme ça a été un petit peu exprimé, il y a besoin de l'aidant
souvent pour expliquer comment le patient vit habituellement, quelle est l'histoire de la maladie, surtout en cas de venue aux urgences, et puis comment on communique avec le patient lui-même pour mieux comprendre quels sont ses symptômes. Donc le relais enfant-adulte vient accompagner cette difficulté quand on rentre dans le soin adulte. Parce qu'en pédiatrie, il y a toujours le parent qui est à côté, quel que soit l'enfant. Arrivé dans le monde adulte, le parent ou l'accompagnant, il a beaucoup moins sa place et on va attendre du patient lui-même qu'il exprime ses problématiques. Donc, dans ce relais enfant-adulte, on va accompagner la poursuite des soins vers des soignants adultes et aussi accompagner le patient et son entourage à savoir comment ça se passe et moins souffrir des difficultés du monde adulte après. Ensuite, un autre rôle, c'est des personnes, patients accompagnants, qui pourraient avoir perdu le contact avec des professionnels soignants parce que difficulté justement de faire ce relais enfant-adulte ou éventuellement un médecin spécialiste qui aurait pris sa retraite, est possible aussi, et puis qui serait sans suivi ultérieur. Donc ça, on a pour rôle d'essayer de reprendre des contacts avec des professionnels, d'où notre travail de l'ombre aussi, d'aller rencontrer un petit peu tous les spécialistes, en particulier au CHU. Un autre rôle qui est encore à travailler beaucoup, ça va être la prévention. Donc c'est un thème qui va être abordé un petit peu en fin de matinée. Donc comment on s'inscrit dans la prévention, notamment de cancérologie, et éthiquement qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on va, en accord avec les patients et les accompagnants. Voilà un petit peu pour les principaux. Merci Julie. Et justement, dans ce rôle aussi d'acculturation des équipes, d'aide aux équipes et de préparation pour éviter la rupture du parcours de soins, comme le veut la charte Romain Jacob, il y a tout aussi le travail de préparation que réalise notre infirmière Virginie. Donc mon travail là, c'est de la coordination. Donc c'est toujours pareil. Je collecte toutes les habitudes du patient et quand il y a des difficultés dans la réalisation d'un soin, je propose des séances d'habituation aux soins qui sont faites dans nos locaux actuellement. On a très peu de matériel, mais on fait avec les moyens du bord. Et donc je reçois ces personnes et je les habitue petit à petit à prendre l'habitude d'être avec un soignant, et je fais en sorte qu'ils reprennent confiance dans la possibilité d'avoir des soins. Et surtout, je vais à leur rythme. Donc, c'est ce qui peut paraître un petit peu peut-être aussi frustrant parfois, parce que il faut prendre vraiment le temps. Parfois, ça avance vite et parfois, ça avance très lentement. Les progrès sont minimes. Mais je pense que c'est un temps qu'on doit prendre avec eux pour qu'ils puissent un jour être autonomes lorsqu'ils viendront sur l'hôpital, en tout cas, et qu'ils puissent supporter le contact avec le soignant et surtout tout le matériel qui est utilisé pour faire ces soins. Et dans ce cadre-là, on a un travail riche, particulièrement avec l'école d'odontologie, Madame Badran, qui nous avait précédé largement. Donc on a les moyens du bord, mais quand même on va dans vos locaux et voilà. Et puis maintenant aussi, depuis quelque temps, un partenariat avec le service de radiologie où on peut accéder à une IRM
d'essai, enfin voilà, d'habituation. Parfois, vous arrivez à faire l'IRM dans la foulée. Ça prend 1h30, mais au total, l'IRM a lieu sans anesthésie générale. Parfois, c'est plus de temps. Et puis, bon, il y a déjà les consultations de gynécologie. Alors, tout ça, c'est des choses aussi que Besanne fait certaines choses, mais pour finir avec notre équipe, finalement, Andy Relais, vous voyez que l'équipe, elle se déplace. Virginie coordonne beaucoup la Andy Consult. Céline se déplace énormément dans les services. Vous accompagnez pour des toilettes aussi parfois, non pas pour vous substituer à l'aide-soignante, mais pour collaborer et surtout pour acculturer les équipes, parce qu'on s'est rendu compte, c'est pas tant la théorie, même si c'est bien de faire de la théorie, c'est surtout de faire de la pratique auprès de gens qui n'ont pas cette fibre. Et je fais écho à ce qu'on se disait hier. Tout le monde n'a pas la fibre, hein, on parlait des étudiants, tout le monde ne l'a pas. Mais en voyant les gens faire, Céline, Virginie, en voyant leur calme, leur douceur, en voyant qu'elles communiquent, même avec des personnes non verbales, qu'elles prennent le temps, et ben ça surprend, mais ça fonctionne. Des gens font par mimétisme. Et ça, c'est très important pour nous, d'acculturer les équipes dans ce savoir-être grâce à notre savoir-faire, à votre savoir-faire du quotidien. Voilà les principes d'Andy Relais. Très bien, merci. Je vais passer la parole pour également une réaction à ce film au docteur Pierre Lefort, qui est anesthésiste réanimateur et qui était chef de projet handicap à la clinique Courlancy-Bézanne. Bonjour. Comme vous le disiez, je travaille dans un établissement privé. C'est une des particularités rémoises. On a écouté nos amis d'Andy Relais du CHU. Et à Reims, bien que nous soyons concurrents, très clairement, il y a un domaine où on ne l'est pas, c'est le handicap. Je voudrais revenir sur la scénette. L'objectif était de vous faire réagir, car théoriquement, aujourd'hui, on doit être très pratico-pratique. Dans cette scénette, ce qui a voulu être mis en évidence, c'est le non-diagnostic de différence de cet enfant. Il y a eu plein d'erreurs, on n'a pas écouté les dents, on n'a pas écouté le patient. Et finalement, le diagnostic de péritonite a failli être loupé. Je précise que cette scénette a été créée à partir d'une histoire vraie. Maintenant, je voudrais vous parler de la prise en charge pratique. L'éthique, c'est bien, mais comment on fait en vrai ? Dans mon établissement, à partir d'une volonté des médecins et de la direction de prendre en charge le handicap, nous avons passé un accord avec l'ARS, pour le financement, bien sûr, qui nous a chargé de prendre en charge les autistes sévères, 40% des autistes, c'est seulement 40%, les patients dyscommunicants. Donc, en vrai, comment on fait ? Nous organisons une consultation de deuxième ligne à la demande des médecins traitants ou des médecins d'établissements de santé sur dossier. C'est-à-dire que ce n'est pas une consultation ouverte, on ne pousse pas la porte en disant « jamais de mon autiste » ou « jamais de mon handicapé », ça ne marche pas comme ça. Nous avons une mission d'expertise à la demande d'autres médecins. Sur dossier, nous organisons un rendez-vous et nous convoquons les médecins volontaires de la clinique pour un avis spécialisé. C'est-à-dire que le même jour, à la même heure, plusieurs médecins se retrouvent à la consultation pour limiter évidemment les déplacements de l'handicapé. C'est une structure qui fonctionne, qui est organisée officiellement depuis 4 ans, mais qui en réalité fonctionnait avant. Disons que maintenant c'est beaucoup plus structuré. Nous avons depuis 4 ans une file active de 250 patients. C'est énorme par rapport à la taille du département. Certains sont venus plusieurs fois, évidemment. Ce projet est intégré totalement dans le projet d'établissement. Et c'est un véritable succès. À l'heure actuelle, l'objectif initial qui était d'intégrer l'extraordinaire dans le circuit ordinaire est atteint. Tous les patients qui passent par notre structure se retrouvent dans les programmes ordinaires. Et s'il le faut, pour 1, 2 ou 3 gestes en même temps. C'est un succès alors que nos moyens sont limités. Comme quoi la volonté est plus importante que les moyens.
Concernant les urgences, c'est notre point faible. Nous renvoyons sur le CHU. Nous avons chacun nos spécificités. Concurrents mais pas ennemis. C'est celui qui a le moyen d'agir le plus vite ou de façon la plus efficiente qui prend le patient. Par exemple, à la clinique, nous ne pouvons pas faire d'IRM sous anesthésie générale. Nous les envoyons au CHU. Inversement, au CHU, quand les délais sont trop longs, ils nous envoient leurs patients si nous avons la compétence pour le faire. Donc ce sont des structures. Cette structure en clinique fonctionne et participe, au même titre que le CHU, à la prise en charge des handicapés dans la région. Très bien, je vous remercie. Donc, je vais passer la parole, puisqu'il a déjà le micro, à Alain Léon, ancien anesthésiste réanimateur et ancien directeur du site Champardonnay. Merci Patrick. Alors, moi je vais faire une remarque qui peut-être va fâcher. Nous avons à notre disposition ce que l'on appelle le DMP, l'espace santé. Avec Jean Caron, il y a quelques mois, sur demande, nous avons réalisé des vidéos relatives à la prise en charge de la personne vivant un handicap, personne qui consulte, avec son aidant ou non, un médecin. Et nous avions recommandé dans cette vidéo la consultation d'une programmée, par exemple, de l'espace santé qui donne accès au dossier médical partagé. Dans mon expérience, et même encore récente aux urgences, je n'ai jamais entendu parler de consultation du DMP et de l'espace santé. Il y a quelques jours, le 19 octobre, le Conseil d'État a supprimé l'autorisation de la consultation du dossier médical partagé réservé aux médecins et l'a ouvert aux membres de l'équipe de soins. En théorie, ce dossier médical partagé, qui au passage d'ailleurs contient pourquoi pas vos directives anticipées depuis juillet 21. Ce dossier est ouvert à l'équipe de soins et il ne peut pas être réservé demain uniquement aux assureurs. Alors je ne comprends pas pourquoi, dans notre système de soins, nous ne consultions jamais ce dossier qui s'enrichit théoriquement, facilement, puisqu'il est ouvert par la secrétaire du médecin, la secrétaire, pourquoi pas, de l'hôpital, et qui est alimenté par les différents intervenants, qu'il s'agisse de biologistes, de radiologues, etc. Mais quand vous posez la question à votre cardiologue, il vous dit c'est compliqué, nous n'avons pas le logiciel. C'est toujours un problème finalement de mauvaise volonté, cette affaire-là. Moi, je recommande l'utilisation de ce DMP parce que toutes les informations, et ça prend, pourquoi pas, ça devrait prendre quelques minutes à quelqu'un qui sait manier petite poussette de notre philosophe bien aimé sur l'iPhone, cette affaire-là. Si vous êtes autorisé par le patient. Mais le patient ne sait même pas qu'il est autorisé, qu'il doit donner l'autorisation, pardon. C'est une cache à causer, à cocher, pardon. Donc, je pose la question de savoir si, aux urgences, si, avec Andy Rollet, on consulte ce DMP. J'attends la réponse, elle m'intéresse. Alors, je me tourne vers les éventuels médecins du CHU. À ma connaissance, nous n'avons pas accès, notre logiciel n'a pas accès au DMP. Il n'y a pas encore de compatibilité entre le logiciel du CHU et le DMP. Alors, est-ce qu'une idée, ce serait qu'on propose aux gens de venir avec leur smartphone et avec leur DMP, au moins quand ils en ont la possibilité ou l'aidant, pour qu'on le consulte. Mais nous n'avons pas, il paraît que c'est en train d'être travaillé. Je ne sais pas si d'autres... Je regrette que notre direction ait quitté l'amphithéâtre, mais c'est une question qu'il faut leur poser, mais qu'on leur pose depuis 3 ans.
Et je me permets, en tant que médecin généraliste, juste une petite note, c'est que le projet de loi de financement de la sécurité sociale, avec tous ces amendements, a prévu, donc c'est pas encore voté mais c'est en cours, a prévu une amende de 10 000 € par an si le médecin généraliste ne remplit pas le DMP. Bon, voilà. Alors peut-être... Madame Docteur Carolet, donc médecin urgentiste. Aux urgences, clairement, on a un onglet DMP. La grosse difficulté du DMP jusque maintenant, l'évolution va se faire, je n'en doute pas, et qu'un bon nombre de fois, quand on ouvrait ce dossier, en fait, on était face un peu à une coquille vide. C'est-à-dire, il y avait vraiment des trous de renseignements et des choses, et déjà dans notre logiciel métier hospitalier auquel on a un accès beaucoup plus facile, on se rend compte que les antécédents, les traitements, les allergies peuvent être renseignés de façon quand même très partielle. Et voilà, et quelquefois ça complexifie quand même la consultation de ce type de documents. Oui, qui était prévu depuis que j'étais étudiant en médecine, ce qui fait déjà quand même un petit paquet de temps. Donc on aurait pu s'y habituer au fur et à mesure, mais bon, visiblement. Je vais passer la parole à Monsieur Gauthier Richard, qui est administrateur de l'association d'aide aux infirmes moteurs cérébraux du Nord et de l'Est, et qui va également nous donner son point de vue de personnes concernées. Sur le DMP, c'est vrai que ça peut être une bonne solution. Je pense que ça va le devenir. Il ne faut pas non plus voir tout noir ou tout blanc. Après, il est vrai que pour les personnes qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à avoir des potentialités pour utiliser ce système de communication, il faut quand même que les personnes aient une facilité. Donc c'est encore quelque chose à creuser. Après, là, moi, ce que je remarque dans tout ce qui a été dit actuellement, c'est qu'on parle encore de personnes handicapées, alors que c'est des personnes à besoins spécifiques. J'insiste vraiment sur ce thème, parce que pour moi, c'est vraiment déjà dans un premier temps de voir la personne. Voilà, c'est tout. C'est juste une petite introduction. Concernant mon activité première et l'activité que nous menons, je représente ici l'association d'aide aux infirmes moteurs cérébraux. Je salue ici mon président, Monsieur Minet. Nous sommes une association de parents qui a été évoquée sûrement hier, notamment pour les personnes atteintes de paralysie cérébrale. Aujourd'hui, je travaille aussi avec Monsieur Léon qui est à cette table pour travailler dans la formation de futurs médecins sur l'accueil des personnes en situation de handicap. Dans un premier temps, c'est le handicap en santé de ville est vraiment très méconnu. Pour avoir une expérience personnelle, quand on est une personne en situation de handicap, on doit remplir des dossiers administratifs. Mon médecin traitant, que je connais depuis X temps, si je n'ai pas les compétences et les connaissances pour remplir le dossier médical de la MDPH, mon médecin traitant ne sait pas le remplir. Voilà. Je pose juste cette question. Est-ce normal que mon médecin traitant ne sache pas remplir les dossiers MDPH? Question qui mérite sans doute une réponse. Moi, j'en ai une, sûrement par son manque de formation à l'école en circuit initial. C'est pour ça que nous nous sommes battus avec Monsieur Minet et d'autres acteurs associatifs pour rentrer dans la formation en médecine, témoigner, mais aussi apporter des réponses concrètes sur les bonnes pratiques, les bons échanges. On a aussi fait en sorte de pouvoir donner la parole à des personnes qui ne pouvaient pas s'exprimer classiquement avec des dispositifs de communication adaptés, notamment des synthèses vocales ou autres. Il y a énormément de possibilités de communication. C'est aussi quelque chose à développer dans la formation initiale des futurs médecins, parce que à terme, ils pourront voir des personnes en situation de handicap avec différents modes de communication. Et également, moi, ce que j'aime bien rappeler aussi, c'est que ces modes de communication peuvent être utilisés
pour tout autre type de personnes, notamment les personnes étrangères. Parce qu'il est vrai que souvent, ce qui est mis en place pour les personnes en situation de handicap servent au bien commun. Et c'est vraiment, pour moi, quelque chose de fort. Après, pour les personnes en situation de handicap, il y a aussi un autre aspect qui, pour moi, n'est pas encore suffisamment... où il y a un petit trou dans la raquette, mais qui va se résorber. Je pense que le système tel qu'il est pensé aujourd'hui, et beaucoup ça a été rappelé pour les personnes en situation de handicap de l'enfance, et c'est vrai que quand les personnes en situation de handicap sortent des établissements médico-sociaux, mais pas que, ça peut être aussi la transition enfant-adulte dans le monde médical classique, eh bien en fait on se rend compte que dès l'instant où la personne se retrouve isolée ou qu'elle n'a pas les compétences ou les connaissances pour connaître sa pathologie et le retransmettre à son médecin. C'est pour ça que là je rejoins Madame Bombard qui est ici présente autour de cette table pour remercier justement les médecins spécialistes du monde de l'enfance qui ont permis de pouvoir former entre guillemets les personnes atteintes de paralysie cérébrale pour qu'après, à terme, nous puissions nous débrouiller dans le monde commun. Parce qu'il est vrai que les personnes formées à la paralysie cérébrale ne sont pas spécialement spécialistes. Et donc, à terme, notre pathologie, c'est la personne elle-même qui est en capacité de pouvoir transmettre ces messages. Donc voilà, qu'est-ce que je peux ajouter de plus? C'est pour moi de voir la personne telle qu'elle est, et c'est aussi au système de santé de s'adapter à la personne et pas l'inverse. Voilà. Très. Merci beaucoup.